L'histoire débute avec Takeru, un petit employé sans envergure pris dans un cycle absurde. Aller à son travail de formation existentielle et revenir dans une maison vide jusqu'au jour où il est convoqué pour sauver une autre planète de l'univers. Un jour, alors qu'il est assis sur son canapé, il se sent las de cette routine incessante et souhaite ardemment que quelque chose d'extraordinaire se produise dans sa vie. C'est alors qu'il est convoqué à une élégante réception de thé, dans un lieu d'un blanc éclatant. Il prend place et demande à l'homme élégant, assis en face de lui, qui il est. L'homme explique qu'il est en quelque sorte le seigneur de l'univers, celui qui supervise le système solaire, un peu comme le directeur d'une grande corporation spatiale. Après avoir mis Takeru au courant, le superviseur explique qu'il a des difficultés à gérer la planète nommée Manus, et qu'il a donc décidé d'intervenir personnellement. Le superviseur poursuit en disant qu'il prévoit de laisser tomber une goutte d'eau dans ce monde, ce qui créera des vagues suffisamment grandes pour avoir un effet d'entraînement sur toute la planète, et cette goutte d'eau, c'est lui. En entendant cela, Takeru est submergé par l'énorme responsabilité et refuse catégoriquement. Mais le superviseur lui fait savoir qu'il est déjà mort et que son âme s'évanouira simplement dans le néant s'il ose dire non. Takeru s'affole complètement en entendant cette nouvelle fracassante, mais le superviseur le calme en lui assurant qu'il le bénira avec tous les dons qu'il pourrait désirer. Absolument tous. Quand Takeru demande ce que cela est censé signifier concrètement, il lui donne des idées comme du mana illimité, une compétence de reconnaissance pour qu'il puisse collecter facilement des matériaux précieux, et ainsi gagner de l'argent et un sac pour les stocker. Après une profonde réflexion, Takeru demande une partenaire mignonne, et le superviseur lui assure qu'il la rencontrera au cours de son voyage. Juste à ce moment-là, l'âme de Takeru commence à s'évanouir. Alors il note quelques éléments à la hâte, et se demande s'il s'en sortira bien avec cette liste de dons si courte. Alors que Takeru lui crie dessus pour avoir pris sa vie si à la légère, l'homme le renvoie avec un souhait de bonne chance. Et la chose suivante qu'il sait, c'est qu'il se réveille de sa sieste en plein milieu de la forêt. Il ne sait absolument pas quoi faire en premier, alors il part à la recherche du village le plus proche. Bientôt, il réussit à en trouver un, mais il réalise qu'il aura besoin d'argent s'il veut y acheter de la nourriture. C'est alors qu'il se souvient que le superviseur l'a béni d'une compétence de reconnaissance, et il s'enfonce dans la forêt en criant « Reconnaissance !» avec enthousiasme. Il est instantanément gêné quand rien ne se passe et se demande s'il a utilisé la mauvaise incantation. Alors il essaie différents mots jusqu'à ce qu'il trouve le bon, et chaque objet à collecter autour de lui s'illumine de symboles. Takeru est émerveillé par sa fonctionnalité et se demande s'il existe un moyen d'obtenir des informations plus détaillées sur les matériaux. Comme prévu, un menu apparaît lorsqu'il prononce « scan » et montre que la fleur qu'il tient dans ses mains est un objet de rang B. Avec cela, il collecte tous les matériaux de la zone et se sent un peu déçu quand il voit que la plupart d'entre eux sont des déchets de bas étage, sans grande valeur. Soudain, il remarque une pierre brillante dans le lot et la trouve plutôt belle, la frottant comme une lampe de génie. Mais il découvre bientôt que c'est un objet de rang C appelé caca brillant de fourmilier marteau. Il est assez déçu que le meilleur objet de sa récolte soit des excréments d'animaux, mais il décide qu'il a suffisamment récolté et se dirige vers le village le plus proche avant que la nuit ne tombe. À l'entrée, le garde est impressionné par sa grande taille et lui demande s'il est un guerrier aguerri. Mais Takeru se présente comme un humble cueilleur. Le garde, nommé Marlowe, explique que le village ne possède aucune boutique spécialisée où il pourrait vendre ses matériaux, mais il lui conseille de tenter sa chance à l'épicerie générale. À l'intérieur du village, Takeru attire beaucoup de regards étranges à cause de sa taille imposante. Bientôt, il trouve l'épicerie générale où un commerçant à l'air un peu suspect, nommé Jérôme, demande au grand gaillard ce qu'il est venu chercher. Immédiatement, Takeru demande à l'homme d'évaluer le magnifique caca qu'il a ramassé. Et le commerçant est tellement étonné par sa qualité qu'il se demande comment Takeru a bien pu le trouver. C'est incroyable. L'homme lui offre immédiatement 5 pièces d'argent pour cela. Mais Takeru demande timidement si 5 pièces d'argent sont suffisantes et se demande combien coûte un chevalier à l'auberge. Le commerçant explique qu'un chevalier coûte 5000 et qu'une pièce d'argent en vaut 1000, ce qui le choque car cela signifie que ce caca vaut la somme incroyable de 50 000 $. Sur ce, il conclut l'affaire. Et le commerçant est tellement ravi qu'il frotte même son visage contre ce trésor. Après cela, Takeru montre ses autres matériaux, et l'homme se demande pourquoi il vendrait des choses si précieuses dans un endroit aussi reculé. Quand Takeru explique qu'il n'est qu'un simple voyageur qui collecte des objets, le commerçant lui offre un travail risqué mais très bien rémunéré. Collecter du minerai de Misril dans les montagnes. Au début, Takeru hésite, mais il accepte d'essayer s'il peut obtenir une carte. Le commerçant laisse tomber un sac contenant 3,5 millions de dollars et lui souhaite bonne chance pour son voyage, le prévenant nonchalamment qu'il pourrait y avoir des monstres qui l'attendent à l'auberge. Plus tard cette nuit-là, à l'auberge, Takeru est allongé sur le lit, souhaitant ardemment pouvoir prendre un bon bain chaud. Juste à ce moment-là, une mignonne servante frappe à sa porte et lui apporte un bol d'eau chaude, presque aussi petit qu'elle,
Quand il demande comment il est censé prendre une douche avec ça, elle explique que le mieux qu'il puisse faire est de se frotter, car seuls les nobles peuvent se permettre un vrai bain, un vrai de vrai. La déception de Takeru est absolument incommensurable quand il entend qu'il n'y a pas de bain, alors la servante lui dit qu'elle a entendu dire que les mages peuvent nettoyer les gens avec de la magie, mais qu'il n'y a malheureusement aucun mage dans le village. Cependant, cela lui donne de l'espoir, et il la remercie rapidement avec un généreux pourboire. Après son départ, Takeru commence à tester différentes incantations pour le sort de nettoyage, jusqu'à ce qu'un jet d'eau s'enroule soudainement autour de son corps et le laisse impeccablement propre, comme neuf. Bien qu'il soit content, c'est rafraîchissant, mais cela n'égale toujours pas la satisfaction d'un bon bain chaud et vaporeux. Le lendemain matin, il voit pour la première fois le Luck avec son symbole de pioche, depuis qu'il a commencé à utiliser sa compétence. Mais juste au moment où il se déplace à travers les buissons pour vérifier, il est effrayé par un cadavre qui surgit. Après s'être calmé, il regarde de plus près et trouve une lettre à côté, de la sœur de la personne, le remerciant d'avoir aidé leur père et le suppliant de rester en sécurité et de rentrer bientôt à la maison, sain et sauf. Takeru se sent mal et donne au corps une sépulture décente. Au coucher du soleil, il trace un cercle magique autour de lui pour créer une barrière et commence à cuisiner de la soupe sur un réchaud improvisé, alimenté par des pierres de feu. Une fois qu'il a ajouté la viande de haute qualité, il prend une gorgée et célèbre le fait de manger la meilleure soupe qu'il ait jamais goûtée de toute sa vie. Pendant la nuit, il traverse la forêt de l'ancien dragon, utilisant un sort de lumière pour l'aider à collecter des matériaux en chemin. Takeru remarque à quel point il est étrange qu'il n'y ait ni monstre, ni même le moindre signe de vie, mais il décide de prendre le vent et de courir à toute vitesse vers la lumière qu'il pense être la sortie de la forêt. Cependant, il court droit au bord et plonge dans un ravin immense où il trouve rapidement le mot magique pour voler et se sauve de justesse d'un atterrissage brutal et douloureux, évitant le pire. Au fond, il est stupéfait de voir un nombre écrasant de signaux de minerais dispersés partout, alors il sort sa pioche et commence à miner. Après avoir extrait tout l'argent de la zone, il commence à chercher du minerai de Misraël, quand soudain, le sol tremble violemment. Réalisant qu'il devrait probablement partir avant que tout ne s'effondre, il décide d'accélérer son minage en lançant un sort d'explosion sur les prochains gisements ou les endroits faciles. À sa grande joie, il s'avère que c'est du vrai Misraël, mais il est déçu quand il voit que la quantité est pitoyablement petite, vraiment minime. Alors il prend la décision audacieuse et stupidement courageuse d'aller encore plus profond, malgré les tremblements de terre. Alors qu'il s'aventure plus bas, Takeru repère un tunnel étroit qui s'ouvre sur une vaste caverne, éclairée d'une lumière bleue. Quand il s'approche, ses yeux s'écarquillent d'admiration à la vue d'un lac souterrain, avec une eau d'une pureté absolument incroyable. Et quand son scan révèle que c'est de l'eau de mana de dragon de rang WS, sa mâchoire tombe littéralement au sol. Il plonge dans une profonde réflexion, se demandant si l'ancien dragon a vécu ici autrefois, et ignore complètement la voix furieuse du dragon qui résonne à travers la caverne, exigeant de savoir qui ose troubler son sommeil. Juste au moment où Takeru prend innocemment de l'eau avec ses mains pour boire une gorgée, la surface calme explose et un dragon colossal émerge, fixant furieusement ses yeux sur l'humain qui a osé ignorer ses paroles, son avertissement. En entendant le rugissement intimidant du dragon, Takeru lui jette juste un regard stupéfait, impressionnant la bête qu'il puisse résister à son aura écrasante. Puis, il tombe immédiatement à genoux, s'inclinant devant la créature mythique, comme si c'était son patron en colère de chez lui, de son ancienne vie. Amusé par son audace, le dragon lui demande son nom et est surpris d'apprendre qu'il n'est qu'un simple humain. Il fait remarquer que le mana circulant dans le corps de Takeru est si pur et si abondant qu'il l'a accidentellement réveillé de son très long sommeil. Takeru fait semblant d'ignorer son potentiel magique, mais le dragon déclare qu'il a presque la même quantité de pouvoir que lui et se présente comme l'ancien dragon, Voldus, le Grand. Takeru trouve le nom trop complexe et demande nonchalamment s'il peut l'appeler Monsieur Vol. Voldus n'est étonnamment pas offensé et demande plutôt à Takeru de lui prêter une partie de son mana pur pour aider à faire éclore son enfant, son petit. Le dragon explique que sa propre magie est impure et que l'œuf ne peut pas éclore à cause de cela, offrant de le récompenser avec un gros morceau de minerai de Misraël en échange de son aide précieuse. Après cela, Voldus pointe le lac et fait surgir un énorme œuf noir de l'eau lumineuse. Tenant l'œuf avec précaution, Takeru demande comment le faire éclore, et Voldus lui dit de canaliser sa magie dedans de la même manière qu'il l'a fait en créant sa lumière magique. Quand il lance un sort de magie de chaleur sur l'œuf pour le faire éclore, le flux écrasant d'énergie assèche complètement son âme. Pendant que le dragon rit comme un fou, Takeru regrette qu'il va mourir si tôt, juste après être arrivé dans un monde nouveau si merveilleux, si prometteur. Ensuite, il sent son âme s'enfoncer dans un vaste océan où apparaît une version aux cheveux noirs du superviseur. Surprise qu'il n'ait pas fui en voyant le dragon comme une personne normale, et qu'il ait déjà changé les lois du monde si tôt, si rapidement. Voyant la confusion de Takeru, le superviseur aux cheveux noirs admet
qu'il est jaloux que Takeru ait accompli plus en quelques jours que lui, en des milliers d'années. Après cela, il dit qu'il va nerfer les bénédictions que son homologue lui a données et ajoute que la demande de Takeru pour une partenaire mignonne se réalisera très bientôt. Puis, Takeru se réveille au son d'un étrange chant d'oiseau. Il dit à Voldeus que ce n'est pas mignon de faire des bruits bizarres à son âge, mais quand il lance un sort de lumière, il voit un minuscule bébé dragon, tout petit. Voldeus lui dit de donner un nom au nouveau-né, et Takeru est choqué de recevoir un si grand honneur. L'ancien dragon l'humilie, clarifiant qu'il a déjà un vrai nom, et que son choix ne servira que de surnom, rien de plus. Après avoir réfléchi intensément pendant une bonne minute, Takeru décide de le nommer B pour noir parce qu'il a la peau noire. Voldeus le confond et admet qu'il aime aussi B pour noir Voldeus. C'est un bon nom. Cela étant réglé, l'ancien dragon dit qu'il va confier son bébé à Takeru, le laissant stupéfait qu'il soit d'accord de confier son enfant à un parfait inconnu, un simple mortel. Voldeus explique qu'il peut lui faire confiance parce que Takeru est fort, et après avoir téléporté la récompense dans son sac, le puissant dragon descend lentement dans le lac. Takeru demande alors au petit s'il va le rejoindre dans son voyage de collecte, et le petit chou pousse un rugissement joyeux. Avant de partir, Takeru donne à Bee un bon nettoyage pour enlever cette odeur de poisson douloureusement forte, vraiment désagréable. Une fois que les deux sortent enfin de la caverne, le soleil se couche déjà, et Takeru a faim. Alors il dit à Bee qu'il est temps de monter le camp. Il prend de l'eau de mana dans un verre de son sac, que Voldeus avait lié au lac souterrain, là-bas, dans la caverne. Bee boit joyeusement une tasse pleine et demande immédiatement plus, alors Takeru continue de verser l'eau magique jusqu'à ce que le petit ait eu sa part, pour qu'il devienne fort et en bonne santé, plein de vitalité. Puis, Bee le surprend en lui demandant s'il veut aussi boire. Alors, après s'être hydraté avec l'eau fraîche et rafraîchissante, Takeru installe une barrière autour de leur camp. Il se souvient qu'il a appris à l'épicerie générale que les pierres magiques sont une ressource rare, mais ce n'est pas un problème puisqu'il peut facilement les créer à partir de rien en utilisant sa magie illimitée, sans effort. Une fois que le feu de camp brûle vivement, il fait frire un steak et cuisine de la soupe, montrant fièrement à Bee ce repas combiné. Même si c'est la même soupe de viande qu'il a mangée tous les jours depuis qu'il a quitté la ville, Takeru l'aime toujours trop pour s'en lasser un jour, jamais. Juste à ce moment-là, il repère Bee fixant avec des yeux étoilés et bavant comme un chiot affamé, alors il lui remplit un tout petit bol. Au moment où Bee prend une gorgée, il pousse un mignon petit cri après s'être brûlé la langue, c'est adorable. Quand Takeru refroidit la soupe, Bee commence à avaler un bol après l'autre, jusqu'à ce que le petit soit si plein qu'il s'affale sur le sol, prêt à dormir. Voyant cela, Takeru se sent soulagé que Bee puisse manger la même nourriture que lui et n'ait pas à le regarder à chaque repas en buvant juste de l'eau. C'est une bonne chose. Pourtant, il demande si le petit se sent seul, loin de sa vraie famille, mais le mignon petit grimpe sur ses genoux et pousse un petit rugissement. Takeru le prend comme sa façon de dire qu'il va bien tant qu'ils sont ensemble, et cette pensée lui réchauffe le cœur, profondément. Juste à ce moment-là, il scanne le statut de B et remarque que le bébé dragon de rang B a déjà des compétences absurdement fortes, c'est impressionnant. Même ainsi, il croit que le petit a encore besoin de protection, alors il lui donne une courte leçon sur le fait de ne rien faire de dangereux, même s'il se sent fort. Mais avant qu'il ne puisse finir, Bee s'endort déjà, profondément. À ce moment-là, Takeru est un peu inquiet que ce soit la partenaire mignonne qu'il a souhaitée et se demande si le superviseur l'a vraiment piégé avec une partenaire reptile. C'est une blague. Le lendemain matin, il grimpe une colline escarpée tandis que Bee vole paresseusement derrière lui, et il remarque que la forêt sombre qu'il a traversée auparavant ne semble plus du tout étrange ou dangereuse. Pendant que Bee bat des ailes dans des directions aléatoires, Takeru commence à scanner la zone proche pour de nouvelles herbes et matériaux. Juste à ce moment-là, Bee fonce soudainement vers lui, les yeux écarquillés de panique. Alors Takeru active rapidement son scan et trouve plusieurs ennemis cachés, attendant dans les buissons, prêts à attaquer. Il réalise que c'était peut-être sa mauvaise odeur corporelle d'avant qui tenait les monstres à distance, et qu'ils sont de retour maintenant qu'elle a disparu. Pourtant, il s'enthousiasme en pensant aux nouveaux matériaux qu'il pourra obtenir d'eux, c'est une opportunité. À ce moment-là, un faucon de roche apparaît par derrière et rugit violemment, mais il n'est pas du tout effrayé puisque la chose ressemble plus à un hamster, comparé à Voldeus. Quand le scan montre qu'il a de la viande de cuisse juteuse, Takeru commence même à baver, c'est dire. Il installe rapidement un bouclier magique et invoque des stalactites qui transpercent directement la poitrine du faucon, obtenant facilement une source gratuite de viande juteuse. Après cela, Bee l'avertit d'une meute de loups derrière eux, mais tout ce que Takeru voit, c'est encore plus de viande gratuite, une aubaine. Quand l'un des loups charge sur lui, il lance un sort de vitesse et de réduction de poids pour rendre son corps assez léger pour qu'un seul saut le propulse dans les airs. Puis, il utilise durcir pour augmenter sa force et assomme le loup d'un coup de pied solide à la tête, un coup fatal. Ensuite, il esquive facilement leur queue de serpent
et frappe un autre en plein nez. Bee est émerveillé de le voir montrer l'étendue de ses longues jambes, et bientôt il achève le reste de la meute sans difficulté. Après cela, Takeru collecte joyeusement la viande gratuite et se prépare à avancer jusqu'à ce qu'il détecte plus de 100 monstres l'attendant dans la forêt. Bee remarque qu'il ne sait pas quoi faire, alors le petit dragon fait de son mieux pour le soulever dans les airs, avec toute sa force. Takeru aide en lançant une réduction de poids sur lui-même, mais cela ne fait que les propulser droit vers le haut si vite qu'il crie comme un fou, attirant l'attention d'une jeune fille blonde à proximité, intriguée. Puis Bee perd soudainement prise sur son sweat à capuche et le fait plonger tête la première dans le sol, bien que les arbres amortissent heureusement sa chute. Plus tard, il se réveille avec Bee lui léchant le visage avec cette odeur de poisson familière, et il réalise qu'ils ont déjà atteint l'autre côté de la forêt. C'est incroyable. Voyant cela, il remercie Bee pour le voyage rapide mais avertit le petit de faire plus attention la prochaine fois puisqu'il n'est qu'un simple humain. Quand Takeru le loue, Bee est si heureux qu'il le serre fort et lui donne accidentellement un coup de tête en plein foie. Aïe. Sur le chemin du retour vers le village, Bee devient curieux du bâton dans la main de Takeru, alors il explique que c'est une branche d'Yggdrasil qu'il a trouvée dans son sac. En entendant cela, le bébé dragon souffle un peu de fumée magique dessus, et le bâton se transforme instantanément en un grand bâton en bois, très impressionnant. Takeru est surpris de voir le bâton devenir si grand avec juste un souffle de magie, et espère que cela ne fera pas que les gens le prennent pour un grand magicien, un sorcier puissant. Juste à ce moment-là, un rugissement monstrueux résonne à travers la forêt et il dit à Bee de rester prudent. Alors que le bruit devient plus fort, Bee devient impatient et vole droit vers lui, forçant Takeru à suivre. Quand il le rattrape, il trouve le bébé dragon tournant autour d'un arbre et découvre une elfe blessée cachée derrière, en mauvaise posture. Voyant son état, il demande si un monstre l'a attaqué, mais il s'avère que le rugissement monstrueux venait de son estomac, qui était vide depuis 3 jours entiers. Takeru lui donne rapidement de l'eau, qu'elle boit jusqu'à la dernière goutte, mais cela ne fait rien pour sa faim, alors il lui tend aussi le déjeuner qu'il a acheté au village. Dès qu'elle voit de la nourriture, elle la lui arrache des mains et dévore le taco froid, ses papilles gustatives se sentant au paradis après avoir tant souffert de la faim. C'est un délice. Après cela, il demande pourquoi elle n'a pas de nourriture même si elle est proche du village, et l'elfe répond qu'elle était beaucoup trop pressée. Takeru se moque d'elle pour une telle erreur de débutant, ce qui la rend assez furieuse pour se mettre juste devant son visage. Cependant, sa terrible odeur le prend au dépourvu, et il lâche qu'il pensait que les elfes étaient censés sentir les fleurs fraîches au lieu de l'engrais de fumier. C'est une surprise. En entendant cela, l'elfe devient rouge de rage, le remercie à contre-cœur pour l'aide et s'enfuit prendre un bain en criant que lui dire qu'elle sentait le fumier était complètement déplacé, vraiment inacceptable. Après cette étrange rencontre, Takeru collecte quelques matériaux de plus et sort de la forêt, où Bee pointe une calèche au loin. Quand il repère la licorne qui l'attire, il a l'air émerveillé, et l'homme conduisant la calèche lui demande s'il a besoin d'être déposé, d'un coup de main. Pendant que Takeru mentionne qu'il se dirige vers le village de Tarmi, l'homme remarque son bâton, et se demande s'il est un mage. Même si Takeru insiste qu'il n'est qu'un simple cueilleur, l'homme semble impressionné et lui offre un trajet puisque sa famille se dirige aussi vers le village. Au début, Takeru hésite, disant qu'il pourrait être trop grand pour entrer dans la calèche, mais les enfants de l'homme rient car ils pensent que c'est une blague, alors il rit avec eux et monte dedans, sans plus attendre. La fille de l'homme invite Takeru à s'asseoir avec elle, et il finit par s'entendre étonnamment bien avec les enfants, ce qui joue en sa faveur puisque cela abaisse la garde de leurs parents, les rendant moins méfiants. Pendant le trajet, l'homme commente que la calèche roule en douceur, même avec un grand gaillard comme lui à bord, et sa femme dit fièrement que la devise du village de Tormi est d'aider quiconque est dans le besoin, sans exception. Takeru était impressionné par l'audace des petits-enfants à voyager à un si jeune âge. Et quand ils deviennent trop amicaux avec lui, il demande en plaisantant ce qu'il ferait s'il s'avérait être un dangereux criminel, un vrai méchant. Le fils rit de sa question stupide, disant que la cloche magique aurait déjà sonné. Et leur mère montre l'objet pratique qui sonne chaque fois que quelqu'un de dangereux approche. Voyant la pierre magique à l'intérieur, Takeru réalise qu'il pourrait probablement en fabriquer une lui-même et donne son nom quand il se souvient qu'il ne s'est pas encore présenté. C'est un oubli. La mère se présente et les enfants, et l'homme dit qu'il est porne. Juste à ce moment-là, la voix de Bee s'échappe du manteau de Takeru, et les enfants demandent curieusement ce qu'il est en train de cacher, avec insistance. Takeru essaie de faire passer cela pour juste un monstre rare qu'il garde avec lui, mais Elisa l'assure qu'il n'y a absolument aucun besoin d'être secret, puisque de nombreux aventuriers ont des monstres comme compagnons, c'est courant. En entendant cela, Takeru dit à Bee de sortir et de promettre de ne mordre personne. Et au moment où les enfants voient le petit, ils deviennent instantanément fans, tandis que les parents le reconnaissent comme un type de dragon, sans aucun doute. Porin demande si Takeru est un chevalier dragon.
Alors il explique qu'il a juste trouvé un œuf par pure chance et l'a fait éclore. Mais cela les étonne encore plus. Elisa lui dit que les chevaliers dragons sont rares, et peu de gens ont déjà vu un vrai dragon. Takara pense que la classe est sortie tout droit d'un jeu, et il a hâte de rencontrer un vrai chevalier dragon un jour. Plus tard cette nuit-là, il surprend la famille avec sa magie de lumière et installe une barrière comme d'habitude. Et quand il demande si cela suffit à éloigner les monstres, il leur assure que Bee les gardera toujours si quelque chose arrive. En entendant cela, toute la famille se sent instantanément à l'aise et Takeru réalise à quel point les gens font confiance aux dragons dans ce monde. Alors, Elisa dit qu'il est temps de préparer le dîner, mais Takeru propose de s'en occuper à la place en signe de remerciement. Il sort 3 marmites géantes et une douzaine d'ingrédients de son sac, choquant les enfants qui pensent qu'il est un mage incroyable. Il rit et admet qu'il n'est même pas proche, disant que tout est grâce à sa boîte à objets. Après cela, il prépare un repas ardent comme toujours, impressionnant toute la famille de Porin, et au moment où les enfants le goûtent, leurs visages fondent de joie. Elisa complimente les talents culinaires de Takeru, tandis que Porin baisse soudainement la tête, tremblant, alors que les larmes commencent à couler. Quand sa femme demande ce qui ne va pas, l'homme fond en larmes de bonheur, disant qu'il rêvait de vraie nourriture après n'avoir mangé que de la viande séchée, et voir ses enfants si heureux rend cela encore meilleur. La crise émotionnelle de l'homme fait éclater Takeru de rire, et ils plaisantent et rient tous à ce sujet. Après cela, Porin sort une guitare et commence à jouer, tandis qu'Elisa chante, laissant les enfants et Bee montrer leurs mouvements de danse entraînants. Alors que les enfants l'entraînent dans la danse, Takeru réalise qu'il n'avait jamais su à quel point des nuits comme celle-ci pouvaient être réconfortantes comparées à manger seul dans une pièce vide chez lui. Le lendemain matin, Bee et les enfants dorment profondément, tandis que Takeru est déjà debout, polissant soigneusement ses ciseaux. Elisa apprécie son effort et dit que les gens qui prennent soin de leurs outils sont bons dans leur travail. Takeru pense que la cueillette pourrait bien être son type de travail préféré, et quand Porin lui dit qu'ils partiront après le petit déjeuner, une idée amusante lui vient à l'esprit. Il s'avère qu'il voulait conduire la calèche. Voyant la licorne accélérer dès qu'il lui ordonne, Porin est impressionné par la rapidité avec laquelle les deux sont devenus amis. Bientôt, le village apparaît, et la famille de Porin le dépose à la porte, le remerciant de les avoir aidés. Le garde dit que ce doit être le printemps à nouveau si Porin est de retour, car il vient toujours à cette période pour vendre des vêtements, et il est difficile pour le pauvre homme de nourrir sa famille parce qu'il n'est pas bon à la chasse. Takeru réalise que c'est pour ça que le pauvre Porin a fondu en larmes en voyant de la viande après si longtemps, et il se dit que ses compétences de cueillette sont une grande bénédiction pour des gens comme ça. Après cela, pendant que Bee joue avec les enfants dehors, il étale tous ses matériaux au magasin de Jérôme, mais il mélange secrètement du minerai magique de Misraël. Le commerçant ramasse immédiatement les roches brillantes pour les évaluer en détail. Et après avoir fait des bruits de vieil homme pendant quelques minutes, Jérôme chuchote doucement que c'est du minerai magique de Misraël incroyablement rare. Takeru n'est pas trop surpris puisqu'il l'a mélangé exprès, mais Jérôme meurt d'envie de savoir où il l'a trouvé car c'est un matériau légendaire. Il explique que quelques pièces de plus lui donneraient plus de pouvoir que toutes les pierres magiques du pays. Quand Takeru dit qu'il l'a juste trouvé traîné quelque part, le vieil homme lui donne le conseil qu'il est clairement un génie pour la cueillette d'objets rares, même s'il manque de bon sens. C'est pourquoi Jérôme suggère qu'il devrait se rendre dans la ville animée de Belkheim, où il y a des tonnes d'informations et une guilde d'aventuriers où il peut acquérir des connaissances et vendre à de plus gros acheteurs. Bien que Jérôme regrette de perdre un client si précieux, il dit qu'il sera heureux si Takeru devient célèbre et fait de la publicité pour son petit magasin. Après y avoir réfléchi un moment, Takeru est excité à l'idée d'aller en ville et passe cette nuit au lit avec Bee à lire sur la guilde des aventuriers à Belkane. Allongé dans son lit, il décide de profiter au maximum de la vie dans un monde fantastique en devenant un aventurier et en gagnant assez d'argent pour voyager et voir tous les endroits possibles. Puis, il se redresse soudainement et manque de faire tomber Bee du lit, déclarant à voix haute que sa prochaine mission est d'aller à la guilde de Belkheim et de s'inscrire. Mais après cette explosion d'énergie, il caresse doucement son adorable partenaire et dit qu'il devrait d'abord se détendre, car il a encore quelque chose à faire dans le village. Cette nuit-là, il se rend au festival, où il savoure de la nourriture de première qualité tout en courant et jouant avec les enfants. Les enfants l'entraînent aussi à leur jeu comme d'habitude, et il apporte même un morceau de poulet aux gardes parce que l'homme est aussi un ami. Il passe les jours suivants à collecter plus de matériaux, et le dernier jour, il récupère ses objets transformés auprès d'une dame locale qui devient triste et dit qu'il lui manquera vraiment une fois qu'il sera parti.
Elle lui dit que tout le monde au village souhaite qu'il puisse rester plus longtemps, et Takeru admet qu'il veut rester aussi. Mais il veut aussi voir plus du monde que toute autre chose. En entendant cela, la dame respecte son rêve et lui donne une boîte à lunch pour la route, puisque le voyage à Belkane prend un mois entier. Après lui avoir fait promettre de revenir un jour, elle continue d'empiler d'autres boîtes à lunch par pure gentillesse, et il se sent chanceux d'avoir un stockage infini. De retour dans sa chambre, il se demande ce qu'il pourrait fabriquer avec le minerai magique restant, puisque Jérôme ne l'a pas acheté, et Bee essaie de réfléchir intensément jusqu'à ce que le petit cerveau du petit gars s'éteigne. Quand Takeru jette un coup d'œil à la lampe à l'ancienne sur sa table, il décide d'utiliser ses connaissances pour créer quelque chose d'utile pour le village avant de partir. Se souvenant comment le garde travaille toujours sans relâche, il a soudainement une idée folle de fusionner la lampe avec une pierre magique. Il se concentre intensément pour visualiser à quoi l'objet devrait ressembler, et cela s'avère être un grand succès. Le lendemain matin, alors que tout le village se rassemble pour le saluer joyeusement, il dit au garde qu'il a fabriqué un objet magique qui peut créer une large barrière autour du village, empêchant quiconque ayant de mauvaises intentions d'entrer. Le garde n'arrive pas à croire qu'il donne quelque chose d'aussi précieux, mais Takeru dit que c'est sa façon de rendre toute la gentillesse et les faveurs que tout le monde lui a montrées. Cela dit, il promet qu'il reviendra un jour car le village de Tormi est sa vraie maison, et ils partagent un moment d'adieu chaleureux. Cependant, le vieil homme Jérôme saisit soudainement l'objet magique des mains du garde, espérant que Takeru n'a pas réellement utilisé la pierre magique légendaire pour le fabriquer. Mais avant qu'il ne puisse confirmer quoi que ce soit, Takeru s'élance hors du village à toute vitesse, ravi de voir quel genre d'endroit sera la ville des aventuriers. Sur la route de Belkem, il profite d'une promenade paisible en écoutant les adorables bruits de bébés dragons de Bee. Juste à ce moment-là, il aperçoit un monstre crabe massif bloquant le chemin devant lui. Il scanne la créature mystérieuse avec prudence, mais son froncement de sourcils se transforme rapidement en un sourire quand il remarque que sa description mentionne de la viande juteuse. Il dit avec enthousiasme au bébé dragon que la chair de crabe est absolument délicieuse et il se prépare à la chasser. Avant qu'il ne fasse le moindre mouvement, Bee arrive à toute vitesse et déchaîne un rugissement supersonique qui fait instantanément tomber le crabe et écumer sa bouche. Takeru est complètement surpris que son adorable partenaire puisse faire quelque chose comme ça, mais ensuite ils sont pris en embuscade par deux autres monstres crabes formant une attaque en tenaille des deux côtés. Dos à dos, avec Bee, il dit que ça ne devrait pas être un problème, même s'ils sont encerclés puisque les crabes ne peuvent ni se déplacer que latéralement, mais il panique fortement au moment où il voit les énormes crustacés sprinter soudainement droit vers lui. Juste avant que les deux crabes ne les percutent, Bee le soulève dans les airs et les monstres crabes se fracassent le visage l'un contre l'autre à la place. Takeru remercie Bee et descend, prêt à ramasser de la chair de crabe, mais le premier crabe se réveille soudainement et le charge. Takeru prépare joyeusement son bâton, voyant le dîner venir à lui. Il l'abat pour un coup parfait et tape du poing avec Bee après leur solide travail d'équipe. La nuit, il découpe les pattes de crabe, les jette dans une marmite gigantesque qu'il a sortie de nulle part et chauffe de l'eau avec un sac de sel pour faire bouillir la délicieuse chair de crabe. Une fois la viande mijotée, les deux font pratiquement de bonheur en se régalant des pattes de crabe juteuses. Environ un mois plus tard, Takeru atteint enfin sa destination. Il est stupéfait par l'échelle massive et l'architecture majestueuse de la Cité du Commerce, connue pour abriter la guilde la plus forte de tout le continent. Voyant que les gardes inspectent tout le monde, il rejoint la file d'attente dans l'espoir de pouvoir déguiser sa boîte à objets en un simple sac magique. Quand c'est enfin son tour, la dame à la porte l'invite à entrer, alors il cache Bee et entre pour répondre à quelques questions pendant qu'elle vérifie les objets qu'il transporte. Le garde demande s'il est venu vendre des matériaux puisqu'il ressemble à un cueilleur. Mais Takeru explique qu'il est là pour devenir un aventurier. Le garde n'est pas surpris puisque Belkem est la ville du commerce et des aventuriers, mais il doit quand même suivre la procédure. Alors il demande la permission de l'inspecter en utilisant un outil magique qui détecte les individus suspects. Quand le garde termine le scan, rien d'étrange n'apparaît et la dame confirme qu'il est également clair. Cela rend Takeru curieux de savoir comment les gens ordinaires voient son statut. Alors il utilise discrètement sa compétence d'évaluation sur l'objet magique, ce qu'il identifie simplement comme un gars qui est vraiment bon pour trouver des matériaux de qualité. Heureusement, cela ne révèle pas la liste massive de bénédictions que le superviseur a écrite pour lui. Après cela, le garde lui dit qu'il est libre d'entrer, mais il demande curieusement ce que signifie la bénédiction du dragon. Takeru décide d'être honnête et dit à Bee de sortir. Les deux gardes s'illuminent instantanément en voyant son adorable petit partenaire, mais le garde suggère qu'il devrait mettre une sorte de marque ou d'étiquette sur Bee,
afin que tout le monde sache que le dragon lui appartient. En entendant cela, Takeru se souvient soudainement du collier qu'il a reçu des enfants du village et le met soigneusement sur la queue du bébé dragon, ce que le petit gars semble beaucoup aimer. Ensuite, ils lui disent qu'ils rapporteront au maire qu'un dragon est en ville, mais cela ne devrait pas être un problème tant que Bee se comporte bien. La dame donne à Takeru les directions de la guilde des aventuriers, tandis que le garde ouvre la porte et l'accueille chaleureusement à Belkaïm. Quand il sort du tunnel sombre et entre dans la ville ouverte, il est complètement époustouflé par le paysage fantastique vibrant devant lui. Sans perdre un instant, il se dirige droit vers le grand bâtiment marqué d'une enseigne fantaisiste. Voyant Takeru jeter un coup d'œil timide et franchir la porte d'entrée, une joyeuse fille lapin nommée Ariana le salue et l'accueille à Europa, la guilde connue pour laisser presque tout le monde la rejoindre. Elle se présente comme la réceptionniste et lui demande de remplir ses informations sur le formulaire d'inscription. Alors que Takeru remarque qu'il peut lire les mots et se demande comment écrire, son nom se traduit magiquement tout seul. Ariana est surprise de voir qu'il s'est inscrit comme cueilleur de matériaux et demande s'il a une réelle expérience de combat. Takeru dit qu'il a vaincu toutes sortes de monstres, des oiseaux aux crabes, mais elle demande avec scepticisme s'il a des preuves concrètes. Il la prévient qu'il en a un très gros dans sa poche, mais elle le sous-estime et lui dit de le sortir. En entendant cela, il sort nonchalamment un corps de crabe gigantesque et le laisse tomber sur son bureau, qui s'effondre instantanément sous son poids massif. Tous les aventuriers proches se pressent, choqués, quand ils voient Ariana fuir en panique, mais l'un d'eux demande curieusement à Takeru s'il a une boîte à objets, et il répond oui. L'homme ours utilise une étrange compétence pour vérifier et confirme que Takeru dit la vérité car il a une aura bleue. Takeru est confus d'entendre cela. Alors l'homme ours explique qu'il a utilisé la compétence d'Abel, une compétence de détection qui montre quelqu'un en bleu s'il n'est pas un fauteur de troubles. Cela dit, l'homme ours assure à Ariana qu'il est bon de commercer avec lui, mais Takeru le corrige en disant qu'il n'est pas venu vendre quoi que ce soit. Il veut en fait devenir un aventurier, et ce crabe géant n'est que son dîner. Son goût ridicule pour la nourriture laisse tout le monde sans voix, mais l'homme ours met rapidement cela de côté et lui demande s'il voyage seul. Takeru dit qu'il a aussi un partenaire, et l'expression de chacun change au moment où il voit qu'il a un dragon pour compagnon. Réalisant que les gens regardent déjà Bee avec jalousie, Ariana l'entraîne rapidement dans une pièce privée. Là, elle tamponne son formulaire et lui remet un bracelet de rang F, expliquant que c'est la politique standard pour tous les débutants de commencer par le bas. Voyant cela, Bee remue joyeusement la queue puisque leurs bracelets correspondent maintenant et les deux se tapent les poignets pour célébrer leur début officiel en tant qu'aventurier. Le lendemain, Takeru étale les affaires de l'aventurier mort dont il a trouvé le corps dans la forêt près du village de Tormi. Le nom du garçon était Belria Fend, et Takeru a appris à la guilde qu'il était en quête pour gagner de l'argent pour le médicament de son père. Voyant la douleur du vieil homme, Takeru demande discrètement la permission d'essayer quelque chose. Plus tard à la guilde, il étale tous les objets qu'il a rassemblés pour une quête, et le commis plaisante en disant que leur client sera époustouflé par la taille de ces champignons. Juste à ce moment-là, une paire d'oreilles de lapin curieuse apparaît au coin. Ariana s'approche timidement de Takeru avec une pile de requêtes de clients qui veulent spécifiquement qu'ils prennent leur mission. Voyant combien il y en a, il en prend quelques-unes pour l'instant et se dirige vers le grand bain public rempli d'eau verte propre. Il se souvient qu'il y a un demi-mois, quand il est venu pour la première fois au bain public de Belkan et a vu à quel point c'était sale, alors il a utilisé la magie pour enlever toutes les impuretés afin de pouvoir profiter d'un bain relaxant tous les jours. À ce moment-là, son ami homme lézard nommé Clay le rejoint. Takeru est surpris que Clay soit venu si tard dans la nuit, et l'homme lézard explique que son ancienne blessure se manifeste à nouveau. Cela rappelle à Clay qu'il a entendu dire que Takeru guérissait les malades dans les bidonvilles, et il est surpris d'apprendre que Takeru peut aussi utiliser la magie de guérison. Takeru dit humblement qu'il ne faisait que copier quelque chose qu'il avait vu, mais Clay est impressionné quand Takeru admet qu'il ne l'a pas fait pour de l'argent, disant qu'il aurait fait fortune s'il l'avait fait. En entendant cela, Takeru plaisante en disant qu'il espère ne pas être attaqué par des médecins en colère pour avoir ruiné leurs moyens de subsistance. Clay rit de son calme et lui demande ensuite son avancement de rang. Quand Takeru dit humblement qu'il ne veut pas d'amélioration et préfère rester discret, Clay lui dit d'être plus égoïste dans la vie et d'apprendre le bon sens sur le fonctionnement du monde. Le lendemain, il se rend à la guilde pour recevoir son paiement et le commis essaie poliment de le convaincre à nouveau d'améliorer son rang. Il explique qu'il y a de nombreux avantages, mais Takeru lui assure qu'il n'a aucune intention de gravir les échelons, car cela n'inviterait que des problèmes dans sa vie paisible, même si la guilde en tirerait profit.
Alors qu'il souhaite silencieusement que ces jours lents et calmes restent ainsi, un homme fait irruption par la porte d'entrée et crie qu'il y a une attaque de gobelins. La guilde passe instantanément à l'action, recrutant tous les aventuriers de rang D et plus pour défendre, mais Takeru sort nonchalamment car il n'est qu'un innocent de rang F, sans rien à faire sur le champ de bataille. Cependant, quand le maître de guilde le repère en train de s'éclipser, il dit immédiatement à Takeru qu'il doit se joindre aussi. Lors de la réunion stratégique, le maître de guilde explique que les gobelins avanceront vers Belkan depuis le sud. Il est donc de leur devoir de s'assurer qu'aucun ne traverse le pont sur la rivière. Debout dans la foule d'hommes passionnés, Takeru se sent comme un étudiant en art coincé au milieu d'une équipe de football lycéenne. De nulle part, les hommes bêtes à côté de lui commencent à se moquer de lui pour être un rang F inutile et lui disent de ne pas les gêner. Juste après cela, le maître de guilde demande à Takeru s'il est la star montante que l'évaluateur a mentionnée et le complimente d'avoir reçu des éloges de quelqu'un qui n'est presque jamais impressionné par personne. Après cela, la réaction calme de Takeru à la compétence d'intimidation du maître de guilde ne fait que lui valoir plus de respect. Et à la grande surprise de l'homme bête, le maître de guilde Rotor dit que Takeru a en effet un grand potentiel. En sortant, le maître de guilde lui dit qu'il est sûr que Takeru peut se protéger sur le champ de bataille, et lui ordonne de prendre soin de ceux qui ont besoin de protection. Voyant le maître de guilde recruter un rang F pour la première fois de sa vie, Museli s'excuse pour la demande égoïste du maître de guilde et lui souhaite avec enthousiasme bonne chance. Elle se présente comme une utilisatrice de magie de guérison et est tout excitée à l'idée de travailler avec lui et de rendre le maître de guilde fier. Mais il lui dit avec un sourire gêné que s'exciter trop peut parfois être dangereux. Le lendemain matin, Museli se met à pleurer à la simple vue d'un monstre oiseau, et quand il lui dit de se calmer, elle finit par faire une crise de panique complète. Takeru réalise qu'il doit calmer la pleurnicheuse s'il veut la paix mentale, alors il lui tient fermement les épaules. Museli refuse d'admettre qu'elle a peur, mais il lui dit qu'elle est un désastre émotionnel qui tremble de la tête aux pieds avant même que les gobelins n'attaquent. Il lui conseille de se concentrer simplement sur la guérison des blessés et de faire son travail correctement, car elle sera parfaitement en sécurité et loin de la bataille. Cela dit, il lui assure qu'il n'y a rien de mal à avoir peur, car c'est tout à fait normal, et la peur est ce qui vous donne la force de riposter et de faire tout ce qu'il faut pour survivre. Le discours digne d'un Oscar de Takeru fait instantanément se ranger la petite Chippy, et elle promet de donner le meilleur d'elle-même. Voyant tout cela, Clay s'approche de lui avec un sourire suffisant et lui répète les propres mots de Takeru juste pour le taquiner. Takeru maintient ce qu'il a dit avec fierté, et Clay précise qu'il était vraiment étonné de voir Takeru donner un discours aussi passionné. Changeant de sujet, Takeru demande à Clay pourquoi il n'est pas à l'avant-garde, et Clay répond qu'il ne peut pas se déplacer de manière fiable les jours humides comme celui-ci à cause de ses vieilles blessures. Takeru se souvient des énormes marques de griffes sur son dos et demande si elles en sont la cause, ce qui secoue vraiment Clay à l'intérieur. Après un moment de silence, Clay est surpris que Takeru soit le seul à ne jamais l'avoir humilié pour avoir une cicatrice dans le dos en tant que guerrier, car elles sont généralement un signe de fuite comme un lâche. Cependant, Takeru envisage la possibilité qu'il les ait obtenues en protégeant quelqu'un. Et plus important encore, Clay est toujours en vie, il peut donc continuer à protéger les autres de sa vie. Clay sourit d'étonnement devant sa pensée sage et terre à terre. Peu après, ils entendent une sirène qui signale que des monstres ont dépassé la ligne de front. Alors il saisit rapidement sa lance et dit à Takeru qu'il doit y aller. Takeru se demande comment il fera cela alors qu'il peut à peine bouger par temps de pluie à cause de sa blessure, mais Clay jure de le protéger même si cela lui coûte la vie. Sur ce, il part pour les lignes de front. Takeru regarde ensuite Museli rassurer un soldat blessé tout en le soignant, même si elle pleurait il y a quelques instants. À ce moment-là, il se souvient de l'ordre du maître de guilde lui disant de protéger ce qui lui a payé précieux, alors il sort son bâton et couvre tout le camp d'une large barrière. Ensuite, il dit à Museli de faire attention pendant qu'il part à la recherche de Clay. Sur les lignes de front, tous les soldats font de leur mieux pour retenir la horde géante de gobelins chargeant depuis la brume. Pendant ce temps, Takeru court à une vitesse anormalement rapide et s'arrête devant une bande de gobelins qui lui barre le chemin. Il utilise la magie de durcissement pour rendre son coup de poing assez fort pour écraser un gobelin contre un rocher lointain, mais cela lui fait sérieusement mal à la main. Pourtant, il sait qu'il doit agir rapidement, alors il demande à Bee de s'en occuper à leur place. Tous les aventuriers se mettent à l'abri tandis que Bee, tel un Pikachu, électrocute tous les gobelins avec une attaque éclair en chaîne. Sur ce, Takeru demande aux frères bêtes, Diego et Harold, pourquoi ils ont été repoussés si facilement,
et les frères expliquent qu'un gobelin sergent, une espèce de haut rang, est apparu de nulle part. Ils ont aussi mentionné qu'ils avaient réussi à s'échapper grâce à Clay, mais ils n'ont aucune idée de l'endroit où ils se trouvent actuellement. Alors qu'il commence à pleuvoir, Clay continue de massacrer les gobelins à tour de bras jusqu'à ce que sa blessure se réveille, le faisant chuter. L'éclair de bille le sauve juste à temps, et quand il avertit Takeru qu'il ne devrait pas être en première ligne, Takeru le frappe là où ça fait mal et lui renvoie ses propres mots à la figure. Alors qu'ils se disputent pour savoir qui doit battre en retraite en premier, le sergent gobelin apparaît et bondit sur eux deux avec une force terrifiante. Les deux sont encerclés par les sbires du sergent et Clay dit à Takeru de s'enfuir quand il créera une ouverture. Voyant que Clay n'a aucune intention de reculer, Takeru lui demande si cette blessure est le souvenir de quelque chose de précieux pour lui. Quand Clay confirme avec colère que ce n'est qu'une marque de ses erreurs passées, Takeru me fait griller tous les gobelins autour d'eux jusqu'à les rendre croustillants, jette son bâton à son partenaire et sort rapidement un pot d'eau de mana de dragon pour le verser sur le dos de Clay. Clay est complètement déconcerté tandis que Takeru essaie de trouver l'incantation pour une guérison permanente. Dès qu'il prononce les mots magiques, la blessure de Clay commence à se refermer et son corps entame une transformation. Takeru observe avec émerveillement l'homme lézard devant lui se transformer en homme dragon et grandir de près du double de sa taille, comme s'il avait retrouvé le summum de sa jeunesse. Après cela, Clay déchire la horde de gobelins avec ses griffes nues telle une tempête déchaînée et anéantit le dernier gobelin au lever du soleil. Tandis que Clay rit bruyamment comme un fou furieux, le maître de la guilde s'approche de Takeru et lui demande s'il est celui qui a guéri Clay. Il dit aussi avoir entendu comment Takeru avait grillé tous les gobelins avec sa puissante magie plus tôt. Roto demande alors à Takeru de confesser qui il est vraiment. Et quand Takeru insiste qu'il n'est qu'un simple et amical collecteur de matériaux de rang F, le maître décide de laisser tomber et promet de le récompenser comme il se doit pour son aide. Plus tard, à la fin, Clay lui rend une visite surprise et Takeru est ravi de revoir le grand gaillard en pleine forme. Cependant, Clay insiste avec colère qu'il n'est absolument pas normal car il se sent toujours étrangement survolté à l'intérieur. Quand l'homme dragon lui hurle de lui expliquer ce qu'il a bien pu faire, Takeru répond qu'il a simplement utilisé de la magie de guérison, avec de l'eau magique imprégnée du mana d'un dragon ancien dont il ne se souvient plus du nom, et il se trouve que c'est aussi le père ou la mère de Bee, ou quelque chose du genre. L'explication laisse Clay complètement sans voix, et il demande pourquoi Takeru utiliserait quelque chose d'aussi incroyablement précieux sur lui. Alors Takeru explique que c'était une véritable urgence à ce moment-là, et qu'il a fait ce qu'il devait faire. Quand Clay lui demande ensuite comment il peut utiliser une magie de guérison aussi avancée, il affirme qu'il avait une image très détaillée en tête, et que sa vaste connaissance du corps humain a rendu la magie très efficace. Cela pousse Clay à se demander qui est Takeru exactement. La question soudaine fait paniquer Takeru car il ne veut pas perdre sa vie paisible en révélant sa véritable identité, même si le superviseur ne l'a jamais vraiment empêché de le faire. À sa grande surprise, Clay ne le presse pas de questions et se dirige tranquillement vers la porte. En sortant, Takeru dit qu'il fait confiance à Clay et révèle qu'il vient en fait d'un autre monde. Le dragonnet sourit à son honnêteté avant de rester complètement vide, confus. Takeru essaie de lui expliquer le concept de réincarnation et Clay est choqué qu'un si jeune garçon ait déjà vu la mort une fois. Après cela, Takeru explique toute son histoire. Et même si Clay trouve cela incroyable, il n'a d'autre choix que de l'accepter, puisque la magie de Takeru non seulement l'a guéri, mais l'a aussi fait évoluer d'hommes lézards en dragonnets, qui sont les nobles ancêtres de son espèce. Bien que Clay soit content, il est aussi terrifié par la puissance écrasante qui lui a fait perdre le contrôle de lui-même. Takeru dit que ce n'est pas grave puisqu'il est revenu à la normale maintenant, et tout ce qu'il a à faire est de rester calme et d'éviter de se mettre en colère. Cela énerve vraiment Clay, et l'homme lui dit de commencer à prendre la vie plus au sérieux à partir de maintenant. Il décide d'enseigner cela à Takeru en le faisant suivre ses ordres pendant toute une journée. Le lendemain, Takeru se rend dans un magasin d'équipement pour acheter quelque chose, et une joyeuse fille bête, propriétaire des lieux, le salue avec enthousiasme. Quand Takeru demande si son magasin vend du matériel de récolte comme ses ciseaux, la jeune femme répond non. Mais elle le reconnaît instantanément comme le célèbre collecteur de la ville et se présente comme Ribel. Elle dit qu'elle pourrait peut-être l'aider, car son patron est le célèbre forgeron Grua, bien qu'il fera probablement faire un travail à Takeru en échange. Takeru est ravi d'aider, alors elle le conduit à l'intérieur. Là où il est émerveillé par le travail incroyable de l'équipe de forgerons, Ribel dit qu'elle trouve cela aussi fascinant et rêve d'atteindre le niveau de son patron un jour afin de pouvoir forger une épée digne d'un véritable héros.
Après cela, ils entrent dans le bureau du patron et le vieil homme demande immédiatement qui elle a amené avec elle. Elle dit fièrement qu'il est le célèbre collecteur, mais le vieil homme ne semble pas du tout impressionné par sa réputation. Ribel suggère avec enthousiasme de l'envoyer miner de l'Hildra afin qu'il puisse forger une épée puissante pour la compétition. Gruas répond avec colère qu'aucun collecteur n'oserait aller dans un endroit aussi dangereux, mais Ribel soutient qu'il ne peut pas le savoir à moins de demander d'abord à Takeru. Takeru observe tranquillement les deux se disputer au sujet de la date limite jusqu'à ce que Ribel attrape la barbe du pauvre vieil homme, exigeant de savoir s'il peut fabriquer une meilleure épée avec des matériaux de qualité médiocre. Gruas hurle en retour que la mine d'Hildra à Ryuta n'est pas seulement pleine de monstres, mais qu'il y a même des rumeurs de démons qui y rôdent. Ribel se souvient soudain que c'était la raison pour laquelle l'extraction du minerai d'Hildra avait cessé, et elle réalise qu'elle a oublié de le mentionner à Takeru. Gruas la réprimande, disant qu'elle ne peut pas être forgeronne si elle ne valorise pas la vie des autres, et il refuse d'envoyer un jeune homme dans une mission aussi dangereuse. Entendant cela, Takeru demande calmement si le patron sera disposé à lui fabriquer une paire de ciseaux spéciaux s'il rapporte du minerai d'Hildra des mines. Gruas se demande s'il est sourd, mais Takeru sort avec assurance la griffe d'un monstre que même les aventuriers de rang B n'auraient pas pu tuer. Sur ce, il part pour les mines de Ryuhai en calèche. En chemin, il entend une fille mentionner que des plantes vénéneuses sont apparues dans un village voisin, et un homme dit qu'il y a aussi d'étranges rumeurs concernant la forêt. Takeru se demande si cela pourrait être de sa faute, mais il écarte rapidement cette pensée et descend à une ferme équestre. Soudain, il entend une voix forte se plaindre, et il s'avère que c'est une elfe en colère parce que le vendeur lui a montré un oiseau dufteux au lieu du cheval volant blanc qu'elle avait demandé. Le vendeur explique que tout ce qui est utilisé pour le voyage dans sa ferme est appelé un cheval. Dialf s'excuse, et le vendeur lui dit qu'elle pourrait trouver ce qu'elle cherche à Vazro, la nation des nains. Takeru est surpris qu'il se dirige vers la même destination, mais il décide de faire un arrêt rapide pour collecter d'abord des matériaux dans la forêt. Alors qu'il est en train de récolter des fleurs, Takeru entend un rugissement familier résonner quelque part, à proximité. Comme prévu, il découvre que la source du grondement est le ventre affamé de l'elfe, alors il lui donne de l'eau et de la nourriture. Elle le remercie de l'avoir sauvée une seconde fois, mais comme elle ne s'est pas douchée depuis des lustres, il utilise un sort de nettoyage sur elle avant qu'elle ne ruine son image fantasmée des elfes. L'elfe est émerveillé par sa magie et se présente joyeusement comme Vel Verida Brolit. Quand il a du mal à prononcer son long nom, elle lui dit de l'appeler simplement Vel. Après avoir exprimé sa gratitude, Takeru commence à s'éloigner, mais elle l'arrête car les elfes remboursent toujours leurs dettes. Quand il dit qu'il a seulement aidé par gentillesse, elle insiste pour l'aider dans son travail, et Bee semble plutôt satisfait de l'idée. Plus tard, elle lui montre fièrement un rare excrément de fourmilier qu'elle a trouvé par terre, mais il lui dit que ce n'est qu'une pierre. Elle revient une seconde fois, mais cette fois, elle a juste trouvé de vrais excréments. Alors qu'il la regarde faire des bêtises avec Bee, quand elle trouve un champignon vénéneux, il réalise que les deux idiots sont sur le même niveau mental. Mais quand vient le moment d'installer le camp, elle surprend Takeru en disant qu'il devrait utiliser du bois de chauffage au lieu de pierres magiques, afin que les autres aventuriers sachent que c'est un endroit sûr. Plus tard, elle revient en portant une bûche entière à la place. Quand Takeru se plaint, elle lui dit de se détendre, puis jette la bûche en l'air, la découpe en 100 bâtons égaux avec ses dagues, et les fait atterrir en un tas parfaitement empilé, prêt à l'emploi. Alors que Takeru se demande si tous les elfes Néméisobila sont aussi sauvages, il évalue ses dagues, et est impressionné car ce sont les premières armes de rang A qu'il ait jamais vues. Plus tard au dîner, Vel et Bee fondent instantanément en goûtant son ragoût finement cuisiné. Après cela, elle lui demande s'il se dirige vers Vosro, et Takeru confirme qu'il y va pour miner du minerai d'Eldra. Quand il l'interroge sur la raison de son voyage, elle dit qu'elle cherche une monture divine blanche pour sa sœur. Vel se sent mal qu'il continue de l'aider alors qu'elle ne fait rien. Alors Takeru lui propose de l'engager comme garde du corps. Entendant cela, elle s'enflamme à l'idée d'être l'épéiste qui protégera son maître, mais il ajoute qu'il veut aussi qu'elle lui enseigne le bon sens. Vel est choqué que ce soit tout ce qu'il veuille d'elle et croit que leur rencontre était le destin. Takeru rougit quand elle sourit et accepte son offre de devenir sa garde du corps. Mais il est vraiment agacé plus tard cette nuit-là quand son ronflement bruyant et insupportable le tient éveillé tout le temps. Le lendemain, les deux atteignent enfin le pont menant à une grande ville, et le premier endroit qu'ils visitent est un restaurant où ils essaient la spécialité naine appelée rouleau de viande juk. Après la première bouchée, Vel dit que la nourriture est aussi incroyable que son ami le lui avait dit. Quand Takeru demande si son ami est aussi un elfe,
elle répond que son ami est en fait un homme lézard. Elle explique qu'il a été honoré du titre de roi dragon et pense que Takeru l'a peut-être vu puisqu'il s'est rendu à Belcan la dernière fois qu'elle l'a aperçu. À ce moment-là, Clay intervient soudainement, disant qu'il a fait plus que simplement voir Takeru. Vel le salue avec désinvolture, mais Clay jette un regard de côté à Takeru et lui rappelle qu'il n'a jamais dit au revoir avant de partir. Takeru insiste qu'il a laissé un rapport à la guilde, mais Clay est toujours agacé parce que son rapport était terrible. Pendant que Vel continue de grignoter des rouleaux de viande, Takeru choque complètement Clay en disant qu'il prévoit de collecter du minerai d'Ildra dans la mine de Ryuai parce qu'il pense que c'est un travail bien trop difficile pour quelqu'un de son rang. Mais Takeru dit qu'ils avaient vraiment l'air d'avoir besoin de son aide. Clay espère qu'il le fait pour un bon prix, mais quand Takeru lui dit qu'il obtiendra une paire de ciseaux personnalisés et des pots qu'il pourra utiliser pour faire des rouleaux de printemps, Clay admet qu'il ne peut toujours pas décider si Takeru est juste trop gentil ou simplement étrange. Cela dit, Takeru annonce qu'il est temps de partir, mais Bee et Vel soutiennent qu'il devrait au moins rester pour le dessert. Soudain, Clay propose de se joindre à lui, pour son voyage à Vosro également, car il doit y faire réparer sa lance. Entendant cela, Vel demande s'il va aussi devenir le garde du corps de Takeru comme elle, et Clay admet qu'il aime aussi l'idée. Sur ce, Takeru gagne un vieux samouraï excessivement sage et une elfe belle mais maladroite dans son groupe, mais il a l'étrange pressentiment que son voyage ne se passera pas sans heurts. À l'extérieur de Vazro, Takeru remarque qu'il y a une file d'attente massive au poste de contrôle, mais Clay parvient à leur obtenir une entrée spéciale parce qu'il a dit aux gardes qu'il venait rencontrer un vieil ami à lui. Le garde les conduit à l'intérieur tout en expliquant l'histoire de Vosro, qui a été construite à l'origine au-dessus d'une mine de fer, mais qui est maintenant une ville souterraine magnifiquement construite. Le groupe est émerveillé par la vue grandiose, et le garde dit à Monsieur Clay que le roi lui-même souhaite le rencontrer bientôt. Quand Takeru demande curieusement s'il est vraiment ami avec le roi, Clay admet maladroitement que c'est vrai, pour le meilleur et pour le pire. Le garde mentionne avec enthousiasme que Clay a sauvé le pays de la ruine il y a longtemps en battant le rugissant roi tonnerre, Zengum. Cependant, Clay le corrige, disant que ce n'est pas vraiment vrai car les nains étaient très faibles à cette époque, donc un démon les forçait à payer un tribut régulièrement. Mais ce même démon s'est envolé et a disparu quand il a vu Clay. Le garde montre fièrement à tous l'énorme statue ressemblant à Godzilla avec le nom de Clay gravé en bas, faite pour célébrer son acte héroïque, ce qui embarrasse vraiment le vieux timide. Plus tard, au château du roi nain, Clay commence par se plaindre de la statue géante faite à son effigie. Pendant que les deux se disputent comme des petits enfants, Takeru se présente poliment au roi, et le roi lui dit de laisser tomber les formalités et de dire ce pourquoi il est venu. Takeru remet une lettre d'introduction écrite par Maître Grua demandant la permission d'entrer dans les mines. Le roi demande à Takeru s'il est au courant du tremblement de terre d'il y a environ un mois, après quoi les mines ont été complètement envahies par des démons. Takeru dit qu'il est pleinement conscient et Clay assure au roi que lui et l'elfe habile serviront de garde du corps à Takeru. Entendant cela, le roi leur accorde la permission de partir et leur impose une mission pour découvrir la vérité derrière les démons, ce qui agace Takeru puisqu'il n'était venu ici que pour miner davantage. Après cela, le groupe rencontre Zamboa, qui sera leur guide à travers le tunnel menant aux mines. À l'intérieur, Takeru étonne Vel en invoquant d'abord une boule de lumière, puis utilise un sort qui crée une copie de la carte originale fonctionnant comme un GPS en temps réel. Sur ce, il s'enfonce plus profondément dans la mine, mais tout ce qu'il trouve, ce sont des matériaux de faible qualité. Juste à ce moment-là, Bee sent quelque chose approcher, et tout le monde se prépare à combattre ce qui arrive. Il utilise la recherche pour confirmer qu'il y a deux monstres qui volent rapidement droit vers eux. Clay plonge sa lance dans le premier, tandis que Takeru paralyse le second, laissant Vel le découper avec ses dagues. Même si elle est couverte de sang de monstre, elle saute de joie avec enthousiasme, demandant à Takeru quel genre de magie il vient d'utiliser. Plus profondément dans la mine, il sent la pression magique devenir plus forte, et arrive à une impasse car il peut sentir l'Ildrite, qui est une version pure et plus puissante du minerai d'Ildra, après avoir dit aux autres de reculer parce qu'il veut miner en utilisant sa propre méthode. Takeru durcit les murs autour de lui et lance des boules de feu qui explosent à l'impact en plein centre. L'explosion disperse des cristaux d'Ildrite partout sur le sol et Zamboa n'arrive pas à croire qu'ils aient découvert une veine entière de cette matière rare. Cependant, leur célébration est de courte durée quand Bee commence à faire du bruit et ils entendent tous le son de lourds pas approcher. Zamboa panique parce que c'est un démon. Alors Takeru dit à Clay et Vel de le laisser s'en occuper. Clay l'avertit qu'il n'a aucune idée de ce dont l'ennemi est capable, mais Takeru
s'avance silencieusement et déclare que sa proie est arrivée. Clay crie que c'est un démon, mais Takeru et Bee commencent à baver car cela fait longtemps qu'ils n'ont pas mangé de succulentes pâtes de crabe. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine fois.